Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Ravi de vous retrouver sur Qraya Ftar, comme chaque semaine. Vraiment et sincèrement, désolée, je réitère mes excuses pour la semaine dernière suite à un problème de connexion à la dernière minute. Je pense que c'était général sur plusieurs quartiers. Donc voilà, on reprend notre cours. Là, on s'est arrêté. Et la séance d'avant, il y avait un problème de son. On a essayé en fait de voir l'origine de ce son. Il s'agissait en fait du support du PC qui ne laissait pas en fait le PC se ventiler correctement. Voilà, donc du coup, je pense que le problème a été résolu. Bien, allez, on y va pour un récapitulatif et également je réitérerai les éléments de la séance dernière pour que on puisse en fait se remémorer la partie liée au fonctionnement du freight forward. Bien, alors, qu'est-ce qu'on avait dit sur le freight forwarding? Alors, on avait dit que le fonctionnement du freight forwarder se faisait en trois activités qui sont le back-office commercial qui vient juste avant ou juste après, pardon, le commercial et juste après lui, on retrouve le back-office exploitation. Et on a pris une opération de transport international, une importation depuis un client en corrélation et en collaboration avec son freight forwarder. Et on voulait comprendre comment ça se passe cette opération d'importation. Si vous vous rappelez, j'ai essayé de schématiser cela dans un schéma simpliste et j'ai utilisé comme Incoterm d'achat et de vente entre le fournisseur et le client l'Incoterm Ex-Work. Ex-Work, ça veut dire départ, Ex-Works, ça veut dire départ usine. Autrement dit que le fournisseur, mais qui dit il a l'emballage. كيوجد السلعة ديالو كيدير l'emballage de السلعة ديالو et ensuite c'est le client qui prend en charge toute l'opération jusqu'à arriver au pays d'arrivée chez le client. Et forcément, dans cette opération-là, et qui va appeler le freight forwarder, ça va être bien sûr le client. Un freight forwarder toute l'opération depuis le fournisseur jusqu'à chez lui, arriver au pays d'arrivée, à l'entreprise de cet importateur, ses clients acheteurs. Donc, c'est lui qui doit aller choisir ce freight forwarder, négocier avec lui. Quand je dis le choisir, c'est-à-dire prendre le meilleur. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a dit dans le processus achat? Prospecter, négocier, contractualiser avec lui, ensuite évaluer est-ce que ce freight forwarder-là répond à nos exigences qualité, coût et délai. Bien. Maintenant, on a dit, ok, mais cette opération d'importation à l'international, ça commence par quoi? D'abord, il s'agit d'une demande de cotation. C'est une demande de cotation qui est transmise par le client, l'importateur, à son freight forwarder. Qu'est-ce que c'est une demande de cotation? Le freight forwarder, qu'il a déjà prospecté, qu'il est dans son panel fournisseur, il fait une consultation. C'est une consultation gré à gré. Cette consultation dans laquelle il envoie toutes ses exigences. La séance, on a le détail de tous ces éléments. Je fais juste un résumé. Nikesef la demande de cotation à son freight forwarder fait appel à son agent. Son agent, c'est l'entreprise qui le représente de l'autre côté. Donc, il a un importateur, un freight forwarder dans mon pays. Et donc, autant que freight forwarder, je ferai appel à mon agent, mon représentant, freight forwarder Hali, mais de l'autre côté, donc au pays de départ. Si c'est une exportation, c'est moi qui serai au pays de départ. Et donc, je ferai appel à mon agent au pays d'arrivée. L'agent, c'est un freight forwarder aussi, qui est de l'autre côté, pour aider dans les opérations dans l'autre partie, soit en amont, soit en aval. Donc, il va coter son agent. Son agent fera sa cotation auprès des différents intermédiaires. De même que le freight forwarder au pays d'arrivée, puisqu'on est dans une opération d'importation en ex-work, fera appel aux différents intermédiaires
pour pouvoir faire son opération d'importation, donc toutes les opérations nationales à l'arrivée, et fera une offre au client. Cette offre margée, on a dit qu'il y avait un code share, un profit share entre le freight forwarder et son agent au pays de départ. Elle a une marge qui se partage. Cette offre, il sera transmise au client. Une fois transmise au client, 3 solutions ou 3 décisions seront prises. Soit c'est confirmé, soit c'est refusé, ou encore il y aurait des négociations à faire avec ce freight forward. Alors, une fois que l'opération est confirmée, qu'est-ce qui se passe ensuite? Le dossier, et on reçoit quoi? On reçoit un email avec le fameux go-ahead. Donc, le go-ahead, il est reçu par le back-office commercial chez le freight forwarder. C'est le processus. Donc, quand je parle back-office commercial, je ne dis pas une personne, ça peut être une personne qui fait toutes les activités. Comme ça peut être la même personne qui fait, comme ça peut être une armée de personnes, pardon, chacune d'entre elles est concernée par une activité. Ça dépend de la taille de l'activité de ce freight forward. Donc, le processus BOC, Back Office Commercial, dont l'activité a commencé à partir du moment qu'on a reçu la demande de cotation, est terminé à partir du moment qu'on a reçu yes, le go-ahead, c'est la fameuse confirmation d'opération. Maintenant, c'est-à-dire que l'opération, on a le droit, on a été accepté et on nous a confirmé l'offre pour laquelle on réalisera en fait cette opération. Donc, qu'est-ce qui se passera là? Le back-office exploitation, le processus qui suit, va prendre en main cette opération-là et réalisera et exploitera cette opération depuis l'amont jusqu'à l'aval. Donc, première chose qu'il va faire, il va envoyer le go-ahead à l'agent, freight forwarder au pays de départ, pour qu'il puisse confirmer avec l'ensemble des prestataires et pareil avec tous les autres prestataires ici sur place au pays d'arrivée. Une fois cela fait, on reçoit le booking de la compagnie maritime. On a dit une importation en 2 conteneurs dans l'exemple. Ça aurait pu être une compagnie aérienne ou routière, peu importe. Et on reçoit le booking, c'est la confirmation de réservation. Et si vous vous rappelez bien, l'information la plus importante qu'on a mis ici, c'était la date de séquence. Le cut-off time, closing date, c'est la date limite d'entrée de la marchandise au niveau du port avant une date limite. Cette date limite, c'est ce qu'on appelle la date de séquence. Alors, il ne faut pas la rater, sinon, rater la date de séquence, rater la séquence. Donc, si la date de séquence est ratée, c'est-à-dire que cette marchandise ne partira pas sur ce navire pour laquelle elle a été réservée, donc dans lequel ces conteneurs sont réservés pour un départ. Donc, il partira pour le départ prochain. Le problème, c'est que le magasinage de cette marchandise au port, c'est-à-dire ces conteneurs, serait dû. Et c'est pas bon ça. Donc, la date de séquence, c'est une date qu'il faut faire attention à bien respecter au niveau du scheduling. C'est la planification de l'opération. De même que dans ce booking, il a été confirmé, bien sûr, les tarifs, etc., le type et les dimensions de conteneurs. La séance prochaine, on rentre dans cette partie. C'est la partie maritime. On va rentrer un petit peu plus en détail sur la partie maritime. Et ensuite, on détaillera ensuite l'exploitation et la tarification de cette partie maritime. Alors, ces conteneurs-là, type et dimension, on a dit 2 conteneurs, 40 pieds, dimension, type dry, c'est-à-dire sec, normal, rien de spécial, et dans lesquels ils ont été, on a chargé la marchandise. Au lieu de dire chargé, on peut dire empoter la marchandise. On a empoté la marchandise dans le conteneur. Cette opération a été réalisée par, bien sûr, le fournisseur qui se charge de remplir et de charger le conteneur sur un commun accord avec son client. Parce que le camion de pré-acheminement a été mandaté par l'agent du freight forwarder du client, comme on avait expliqué. Une fois que la marchandise est empotée, le pré-acheminement va commencer depuis le fournisseur.
jusqu'au port de départ. Et l'opération de transport maritime international va commencer. Mais attention, ces conteneurs doivent arriver au port avant la date cut-off time, avant la date limite d'entrée des conteneurs au port. Si on dépasse cette date, on dit qu'on a raté la séquence, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Par contre, dans cette négociation, il n'y a pas que la négociation des tarifs, il y a également la négociation de la franchise avec la compagnie maritime. De quoi s'agit-il sur cette franchise? La franchise, ce sont le nombre de jours limite que vous donne la compagnie maritime pour rendre les conteneurs vides au dépôt de la compagnie maritime au pays d'arrivée. Autrement dit, au port de départ, khawiyat, ce sont les conteneurs vides, on dit khawiyat dans le jargon du port. Et donc on récupère le khawiyat, les conteneurs vides, et on les rend vides, donc le khawiyat aussi, on les rend vides au pays d'arrivée, au dépôt de la compagnie maritime que représente l'armateur dans le pays. Avant une date bien précise. Cette date bien précise, elle prend effet après un nombre de jours de franchise. C'est-à-dire qu'une fois que le navire arrive au pays d'arrivée avec la marchandise, que le navire a été déchargé par l'exploitation portuaire et la compagnie maritime a avisé le chargeur de l'arrivée de la marchandise au niveau du port, qu'est-ce qui se passe ensuite? Il y a édition d'un document qu'on appelle l'avis d'arrivée. Cet avis d'arrivée, une fois que le chargeur est notifié dessus, ça déclenche 2 compteurs. Jauge les compteurs. C'est la bête noire des logisticiens. Ces 2 compteurs, comme on a expliqué les séances d'avant, rapidement, là on va rentrer un petit peu plus dans le détail, ce sont, le premier compteur, c'est ce qu'on appelle les staries, les surès staries. On trouve généralement qu'il y a des gens qui mélangent les deux dans le verbal en disant j'ai négocié les surès staries. Non, tu n'as pas négocié les surès staries, tu as négocié les staries. Les staries, c'est la franchise. Ce sont les jours de planche en français. Ce sont le nombre de jours que t'as accordé la compagnie maritime pour rendre les conteneurs vides au dépôt de la compagnie maritime au pays d'arrivée, à son dépôt au pays d'arrivée, avant la fin de la franchise. Si dépassé, tu paieras la pénalité et ça s'appelle les surès staries. Donc, on n'a pas intérêt à les payer. Donc, premier indicateur pour savoir qu'on est un bon logisticien, le nombre de surès staries et les frais de surès staries qu'on paye par an au niveau de l'entreprise. Et par rapport au deuxième compteur qui est quoi? Ce sont les frais de magasinage. Alors, le premier compteur qui se déclenche, j'ai dit, c'est la franchise des staries. Avec la compagnie maritime, je réitère, si dépassé, on paiera les surès staries, ce sont les jours supplémentaires. Un deuxième compteur qui se déclenche en même temps, mais cette fois-ci, pas avec la compagnie maritime, c'est avec l'exploitant portuaire. Et ça s'appelle la franchise de magasinage. Parce que le port n'est pas une zone de stockage, c'est une zone tampon. Quand la marchandise arrive, on a X jours pour faire sortir la marchandise, dédouaner ou encore sous douane. Pour que le port reste une zone tampon fluide pour éviter tout encombrement portuaire chronique qui peut avoir des effets néfastes sur le fonctionnement de l'économie d'un pays. Et éviter d'avoir des navires en rade à cause... Alors, un navire en rade, c'est un navire qui n'a pas encore l'autorisation d'accoster. Généralement, des navires en rade, dans le cas des encombrements portuaires, c'est parce qu'il y a un encombrement, il n'a pas, même s'il a sa réservation, il ne peut pas accoster, il doit attendre son tour. Forcément, le fret maritime, dans ce cas-là, coûterait beaucoup plus cher. Et donc, un pays connu pour encombrement portuaire chronique devient économiquement intéressant pour une importation ou une exportation. Plutôt beaucoup plus pour une importation. Voilà. Donc, il vaut mieux qu'il y ait en fait un flux
fluide au niveau des ports. Ce conteneur-là, donc je disais, ou cette marchandise-là, peu importe, mais dans notre cas, on a pris l'exemple de 2 conteneurs. Cette marchandise-là, elle a une durée pour qu'elle soit récupérée par son chargeur, des douaniers ou encore sous douane. Si dépasse cette franchise de magasinage, on paiera les frais de magasinage. On dépasse la franchise, on paye les frais. C'est des pénalités aussi que l'exploitant portuaire nous fait payer parce qu'on a dépassé le délai limite défini pour pouvoir sortir la marchandise du port. Ou encore la même chose au niveau de l'aéroport. Alors, ce sont des frais. C'est des frais importants qu'il faut éviter. Quelles sont les causes racines généralement qui peuvent nous générer des surestaries pour le cas des conteneurs maritimes ou encore qui peuvent nous générer des frais de magasinage? Généralement, ce sont des causes racines qu'il faut diagnostiquer et identifier par entreprise. C'est-à-dire chaque entreprise, son responsable logistique, doit chercher et diagnostiquer les causes racines. Pourquoi on tombe dans les surestaries? Parfois, ce sont des problématiques qu'on peut éviter rapidement en réalisant un bon flux de transport international et anticipant sur les activités. Dans d'autres cas un petit peu plus complexes, c'est la marchandise en elle-même qu'on importe exige des délais et des temps importants et en termes sur certains documents ou certaines certifications ou encore le choix du type de paiement à l'international nous pousse à tomber malheureusement dans ces cas-là. Mais dans les 2 cas, que ce soit le premier ou le deuxième, on doit diagnostiquer, identifier ces causes racines et chercher à réduire au maximum la facture, nos factures de surestaries et de frais de magasinage et faire en sorte que ça diminue ou ça ne se reproduit plus. Alors, généralement, les causes racines des frais de magasinage ou de surestaries, alors, les frais de magasinage, généralement, ce sont des entreprises, par exemple, qui n'ont pas encore reçu les documents les documents originaux relatifs à leur importation. Et donc, forcément, sont amenés à attendre à ce que le pli cartable de documents. Pourquoi les documents ne sont pas arrivés alors que la marchandise maritime est déjà là? Et bien, tout simplement, comme là, il passe par une technique de paiement à l'international qu'on appelle le CREDOC ou encore le REMDOC. Ce sont des techniques de paiement à l'international qu'on met en place lorsqu'il n'y a pas de climat de confiance entre fournisseurs et clients. Donc, بعتلك شريتي من عندي خلصني وصيفط لك السلعة. L'autre il lui dit non. صيفط لي السلعة نخلصك. Donc il n'y a pas un climat de confiance, on fait comment alors? On passe par les banques. Donc on fait ce qu'on appelle le crédit documentaire ou encore la remise documentaire lorsque le donneur d'ordre c'est le fournisseur. C'est celui qui déclenche la remise. Alors, mais dans les 2 cas, on doit passer par les banques. Parfois, le document, le pli cartable transmis par voie express peut se perdre. Ou encore, il se peut que le pli cartable, une fois arrivé, est incomplet, ou il y a des erreurs dans les documents. Tous ces éléments-là font aujourd'hui que le processus se bloque. Donc, quand on a des soucis au niveau du crédit documentaire, forcément, la marchandise restera bloquée jusqu'à dédouanement de cette marchandise pour pouvoir la récupérer. Parce qu'une fois qu'on récupère notre pli cartable avec les documents originaux, nous pouvons procéder à la réalisation d'un engagement d'importation domicilié par la banque et donc ensuite imputé par la douane pour pouvoir sortir la marchandise des douaniers du port. Et donc se débarrasser dans les délais de tout frais de magasinage et ensuite récupérer cette marchandise, aller la dépoter chez le client, rendre le conteneur vide au dépôt avant la date limite des staries, la franchise. Mais dans la majorité des cas, malheureusement, on dépasse ces délais-là. On va voir les solutions après.
Deuxième cause racine, ça peut être que la marchandise est soumise à un contrôle sanitaire, phytosanitaire, vétérinaire, etc. Et dans ce cas-là, cette marchandise passera par un prélèvement, échantillonnage et donc un contrôle au niveau des laboratoires. Ça dépend des marchandises et ça dépend de la réglementation dans chaque pays. Et parfois, il y en a des marchandises qui nécessitent des tests qui peuvent dépasser les 20 jours, les 15 jours, les 10 jours de contrôle. Donc, le test nécessite cette durée-là. Donc, forcément, on va tomber dans les frais de magasinage qui sont fixes, non négociables. Chaque exploitant portuaire, il définit une franchise de magasinage fixe, non négociable, par type de marchandise, bien sûr. Alors que la franchise, les staris, sont négociables, mais au début. Lors de la négociation du fret avec la compagnie maritime, elle n'est pas négociable une fois arrivée la marchandise. Donc, attention à ces deux éléments-là. Donc, parfois, on se retrouve alors qu'on a dépassé cette franchise de magasinage et c'est suresse et c'est staris, cette franchise et ses staris, et donc on se retrouve avec une facture salée. Et on se retrouve en fin d'année avec des coûts logistiques élevés, importants, qui nuisent à nos indicateurs de performance en tant que logisticiens dans l'entreprise. Donc, il y en a d'autres causes racines, ça peut être retard au niveau pour retrouver les conteneurs au port. Ça peut être des conteneurs qui ont été transbordés par erreur au niveau d'un terminal. Il y a énormément de causes racines. Il faut énumérer ces causes racines, mettre en place les plans d'action pour éviter que ça se reproduise s'il s'agit de causes racines ponctuelles. Mais s'il s'agit de causes racines que c'est dépendant en fait du fonctionnement ou de la marchandise du chargeur ou de l'importateur, alors dans ce cas-là, on a intérêt à trouver des solutions alternatives. Le Maroc a signé, ou plutôt s'est engagé, encore mieux, s'est engagé dans le début des années 2000 à avoir une solution stratégique pour décongestionner les ports. Donc, il a mis en place la stratégie des ports secs et des magasins et entrepôts et aires de dédouanement. Magasins, entrepôts et aires de dédouanement. Soit c'est des entrepôts fermés, soit c'est des entrepôts à l'air libre, des ports secs. Alors, dans les deux cas, ce sont des entrepôts sous douane. Ça veut dire quoi sous douane? Ça veut dire que rien ne rentre, rien ne sort qu'avec l'autorisation de la douane. C'est-à-dire que la marchandise rentre sous douane et ne sortira que dédouanée de cette zone-là. Alors, pourquoi on appelle ça port sec? Parce que c'est un port inland, c'est-à-dire à l'intérieur du pays, il contient toutes les infrastructures qu'on a au port. À part quoi? Les navires et la mer. Donc, on a en fait la zone de stockage, on a la zone de visite douanière, le pesage. Et la pesée se fait sur le pont bascule, le misaine, Makangoloche, la balance, Makangolo, le pont bascule pour les personnes dans la spécialité qui m'écoutent. Et ça, ils contiennent également, bien sûr, ça c'est pour le port sec à l'air libre, pour tout ce qui est conteneur ou équivalent. Par contre, pour les MEAD, pareil, une zone de stockage, également une zone de contrôle et de visite douanière, et l'entrée et sortie se fait, et la pesée bien sûr, l'entrée et sortie se fait par autorisation de la douane. En quoi cette solution de transfert sous douane, sous acquis à caution, du port maritime vers le port sec permet de réduire notre facture de ces pénalités en frais de magasinage ou encore en surestaris. Pour la simple raison que, au niveau du port maritime, vous bénéficiez bien sûr d'une franchise. Cette franchise-là vous permet de faire toutes les procédures nécessaires pour sortir votre marchandise des douaniers directement du port.
Mais quand vous savez que votre marchandise dépassera cette période ou cette franchise de magasinage, donc il faut planifier à l'avance avec votre freight forwarder un transfert sous douane, sous acquis à caution, c'est la transaction douanière qu'on utilise, vers un MEAD. Le magasin et aire de donnement, ça peut être la propriété de ce freight forwarder ou encore d'un prestataire avec lequel le freight forwarder est en convention. Chez lequel vous avez déjà négocié le prix du stockage, le storage, par nuitée pour votre marchandise. Également, vous allez négocier la manutention, le handling. Également, vous allez négocier tout ce qui est franchise aussi, une franchise de magasinage au-delà de laquelle vous allez commencer à payer le stockage. Vous payerez bien sûr, que ce soit au port maritime ou au port sec, les frais de pesage ou de visite douanière si demandés par la douane, bien sûr, mais le prix ne change pas. Mais pourquoi la franchise? Vous allez me dire, waouh, on va payer tout ça, le transport vers le port sec, le MEAT. On va payer également la transaction douanière du port maritime vers le port sec. On payera également la manutention, le handling in and out au niveau du port sec. Waouh, mais la facture serait beaucoup plus salée? Non. Il faut étudier, est-ce que ça nous coûterait moins cher ou pas? Dans la majorité des cas, ça va vous coûter moins cher. Et comment? Tout simplement parce que on va jouer sur la durée de franchise. C'est-à-dire qu'avec mon freight forwarder, on va voir la possibilité de tout organiser et tout structurer de façon à ce que je fais sortir ma marchandise du port maritime le dernier jour de ma franchise. Donc j'aurai déjà bénéficié des jours de franchise. Et ensuite, je transfère ma marchandise vers le port sec ou encore le MEAD, ça dépend de mon choix, avec une franchise également qui a été négociée. Donc, je bénéficie ainsi de, par exemple, 7 jours de franchise ou 5 jours de franchise au port, plus 4 jours de franchise supplémentaire, ça me rend 9 jours. Donc, les 9 jours de franchise que j'ai gagné, ensuite, supposons que ma marchandise sortira le 20e jour, que ce soit au port, je vais payer combien? Je vais payer 15 jours, c'est-à-dire 5 jours franchise et 15 jours supplémentaires. Avant 2018, vous alliez payer au port 20 jours parce que vous payez du premier jour si vous dépassez la franchise. Alors que maintenant, depuis 2018, si on dépasse la franchise, on ne paye que les jours supplémentaires et c'est pour ça que la franchise au port maritime a diminué. Je parle bien sûr d'un exemple. Par exemple, l'exemple du conteneur, c'est 5 jours. Alors, 5 jours. Alors qu'au port sec, donc j'ai déjà bénéficié des 5 jours au port maritime, j'ai négocié supposant que uniquement 4 jours, supposant, ça me fait 9 jours. Donc je paierai combien en jours à payer au port sec? Mais vous allez me dire que le port sec, la nuitée est beaucoup plus chère, malgré la négociation qu'on a eue par rapport au port maritime. Tout à fait. Sauf que la tranche, c'est par tranche. Et donc la tranche tarifaire au niveau du port sec ou encore du port maritime, si je me retrouve avec un jour, le tarif par tranche, c'est vrai au port sec, coûte moins cher par jour par conteneur que la tranche de 15 jours au port maritime. Et avec cela, j'aurais fait une économie. Malgré que j'ai ajouté les frais de transaction, le préacheminement, on fait un calcul et on voit est-ce qu'on gagne. Et avec cela, je vais réduire mes frais de magasinage. De même, mais vous allez me dire, mais cette solution-là de transfert vers un port sec ne solutionnera pas le problème des surestaris. Vous avez raison. Donc, quelle est la solution qu'on pourrait faire pour les surestaris, pour éviter les surestaris? Livrer les conteneurs dans les temps. Non, je rigole. Donc, si on dépasse, on peut trouver une solution intermédiaire. Premièrement, donc si on a une marchandise qui peut être déposée dans des MEAD, au lieu d'aller vers un port sec et stocker le conteneur en entier avec la marchandise sous douane, je peux le transférer vers un port sec, vers un MEAD, pardon, un magasin et aire de dédouanement, sous douane aussi, mais fermé. Entrepôt fermé, sous douane. Et donc, je vais dépoter les conteneurs maritimes sous douane au niveau de cette plateforme sous douane. Et donc, je rends les conteneurs vides au dépôt de la compagnie dans les délais. Et ça me permettrait d'éviter de garder la marchandise, de garder ces conteneurs-là
dans lesquels il y a la marchandise et augmenter mes charges de surestaris. Parfois, il y a des plateformes logistiques sous douane qui vous permettent de transvaser, dans les ports secs, de transvaser des conteneurs maritimes dans leur conteneur. C'est-à-dire que je peux dépoter le conteneur maritime de la compagnie dans des conteneurs et il sera encore redlocké, c'est-à-dire scellé par la douane au niveau de ce port sec. Et comme ça, j'aurai rendu le conteneur maritime à la compagnie et je paierai moins cher cette redevance à ce port sec qui a ses propres conteneurs auxquels on met à nouveau scellé. Juste tout cela jusqu'à ce que on termine nos procédures. J'ai pris comme exemple, supposons après 20 jours, j'ai réglé mon problème. Donc, je dédouane ma marchandise. Par exemple, après 20 jours, je sors ma marchandise dédouanée de ce port sec. La marchandise est partie ensuite, donc elle sera post-acheminée vers votre entreprise importatrice et il sera dépoté au niveau de votre entreprise. Le conteneur doit être rendu. Si vous l'avez gardé dans le port sec, on doit le rendre vers la compagnie dès qu'il est dépoté dans votre entreprise. Si ce n'est pas le cas ou vous avez déjà dépoté le conteneur, bon, ça va. Donc, vous recevez votre marchandise, donc tout simplement, qui vient d'être dédouanée. Bien, mais attention, quelque chose que j'ai dit la dernière fois sur l'ancienne vidéo, il y avait le bruit, donc j'espère que ça a été bien noté. Attention au Container Deposit Receipt, le reçu de dépôt de conteneur ou le reçu de restitution du conteneur vide au dépôt de la compagnie maritime. Une fois qu'ils sont rendus, ce reçu est extrêmement important pour éviter d'avoir des problèmes plus tard et se rendre compte que le conteneur n'a jamais été restitué et que la compagnie maritime vous cumule des surestaris pendant plusieurs mois et éviter cette grosse surprise à vous et à votre boss et à votre entreprise. Ce n'est pas une belle surprise, ça je peux vous le dire. Bien, justement, alors j'ai parlé, j'ai pas mis les diapos, donc pour faire un récapitulatif, donc je vais afficher le diapo relatif à ces éléments-là, sur lesquels, et on va parler une deuxième partie, donc on y va sur une deuxième partie, voilà, alors je vais juste switcher vers les diapos, voilà. Bien, donc sur mes diapos, alors j'ai présenté le schéma de fonctionnement du freight forwarder et ensuite on a bien parlé en fait de toutes les exigences nécessaires pour bien gérer et piloter le freight forwarder dans l'entreprise, mais également on a discuté des fameux surestaris et on s'est dit attention. Les surestaris, il faut les éviter, c'est ce qu'on vient d'expliquer. La même chose pour les frais de magasinage qui sont générés suite au dépassement de la franchise de magasinage. Maintenant, ce transfert sous douane, sous acquis à caution, comme j'ai dit, du port maritime vers le port sec, c'est une solution alternative pour justement réduire ces pénalités-là relatives aux surestaris et aux frais de magasinage. Voilà un peu sur le fonctionnement global d'un freight forwarder avec une opération, que ce soit import, que ce soit export, ça se réalise de la même façon. Maintenant, on rentrera un petit peu en détail sur les différentes modes et types de transport pour se familiariser un peu avec le jargon du transport maritime, aérien et également routier. Justement, on commencera par le transport maritime. Dans le transport maritime, on va se zoomer sur le port maritime. Le port maritime, c'est un espace voué au transit et au transport de marchandises et de passagers. Moi, par contre, sur mon cours, je zoomerai sur celui relatif à la marchandise, c'est-à-dire le port maritime cargo. Un port maritime cargo,
destiné à transporter, à faire transiter la marchandise. Et il peut regrouper au maximum 4 types, je ne dis pas nombre, mais types de terminaux. Il y a 4 types de terminaux. Alors, on retrouve les terminaux à vrac, le terminal vraquier. On peut avoir un à plusieurs. Donc, il y a les terminaux à vraquier solide et les terminaux à vraquier liquide. Ensuite, on trouve les terminaux à conteneurs, dans lesquels on charge et on décharge des conteneurs maritimes, les fameux SNADOC. C'est les boîtes métalliques qu'on va rentrer dans le détail, bien sûr, d'Ialham sur les différents types et dimensions pour pouvoir réaliser un bon plan de chargement. Et également, il y a les terminaux à voiture. C'est quoi ça? C'est les terminaux qui permettent de faire le transport international ou national de toute marchandise qui roule. C'est les terminaux à voiture, c'est-à-dire dans lesquels on stocke au niveau du terminal la marchandise qui roule. Et le dernier, c'est quoi? C'est le terminal polyvalent, tout type de marchandise. On va rentrer en détail pour chacun de ces terminaux-là. Le terminal vraqué, c'est un terminal qui permet d'accoster des navires vraqués. Logique. Il y a 2 types de navires vraqués. Il y a les navires vraqués solides et les navires vraqués liquides. Les vraqués solides, comme les phosphatiers, les céréaliers, les sabliers, etc. Les vraqués liquides, comme alors j'ai oublié aussi les charbonniers pour le solide. Les liquides, c'est comme les pétroliers, tout ce qui est pétrolier et dérivés, ainsi de suite. Mais ces navires vraqués, solides ou liquides, ils transportent bien sûr des marchandises en vrac. Par contre, les terminals à conteneurs, ils permettent d'accoster des navires porte-conteneurs. Vous avez vu que j'ai écrit ici conteneur avec une abréviation. Notez-la bien, c'est l'abréviation à laquelle les logisticiens utilisent beaucoup. Donc, on utilise beaucoup d'abréviations dans les rédactions, parmi lesquelles conteneur. On n'écrit pas conteneur, ou containers en anglais, on écrit TC en français, CTS en anglais, CTS en anglais. Donc, TC, c'est conteneur. Donc, ce sont des navires porte-TC, c'est des navires porte-conteneurs. Et le terminal à voiture, alors, il accoste quel type de navire? Alors, le terminal à voiture, il accoste un navire qu'on appelle un navire roulier. Roro, Roland, Rolaf. En anglais, on dit Roland, Rolaf, ça veut dire Roro. Alors qu'en français, on dit navire roulier. C'est un navire qui permet d'accoster de façon horizontale sur le quai pour pouvoir décharger la marchandise qui roule elle-même. Donc, le chargement et le déchargement de cette marchandise se fait sur des roues. Alors que pour le terminal polyvalent, les navires qui accostent, ce sont des navires qui permettent de transporter tout type autre que marchandises qu'on ne peut pas transporter dans un navire ni vraquier, ni conteneurisé, ni encore roulier. Il s'agit d'un navire conventionnel. Le navire conventionnel, c'est un navire qui transporte tout type de marchandises. Alors, on revient maintenant sur les marchandises pour chacun d'entre eux. Allez, premièrement, le navire vraquier. Marchandises en vrac, solide et liquide. Le navire porte-conteneur, bien sûr, c'est les conteneurs. Et on va rentrer dans les différents types et dimensions de conteneurs. Comme je vous ai dit tout à l'heure, conteneur en français TCS, CETIS en anglais. Le navire roulier, il transporte les marchandises qui roulent. Et le navire conventionnel, il transporte marchandises diverses qu'on appelle general cargo. Maintenant, la question qui se pose. Quelle est la question qui se pose? Ces conteneurs maritimes qui ont été créés dans les années 50 et qui ont révolutionné le transport maritime au complet et qui ont révolutionné le transport maritime au complet. Comment ils ont fait pour devenir
le moyen de transport le plus intéressant en termes de volume, de poids. Et quels sont les différents types, dimensions de conteneurs qui existent? Et comment peut-on réaliser un plan de chargement sur un conteneur? Donc, est-ce qu'il y a une différence entre type et dimension de conteneur? Oui, il y en a. Il ne faut pas les mélanger. Et bien, si vous voulez savoir, c'est ce qu'on va voir ensemble. La séance prochaine, Inch'Allah, sur Qara Dar, comme d'habitude, tous les jeudis. Je pense que l'horaire ne serait plus 17h. Ça va devenir, Inch'Allah, à partir de la semaine prochaine, je pense 18h. Je vais vous en informer à l'avance. Désolée de ces changements des horaires. C'est dû, bien sûr, à des problèmes de disponibilité et de malheureusement aussi de connexion. J'espère que c'est un appel aux différents opérateurs pour qu'ils améliorent cette fibre optique qu'ils nous offrent et qui nous permettent de réaliser ces opérations en ligne dans de bonnes conditions. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah, et je vous retrouve de suite pour répondre à vos questions sur Facebook. À tout de suite. Bonjour, Monsieur Larbi. Bonjour. Monsieur Yassine, bonjour. Madame Ouidad, bonjour. Bonjour, Monsieur Mustafa. Madame Benani. Oui, bonjour, Jihad. C'est gentil. Monsieur Atman, bonjour. Monsieur Ilyes. Monsieur Hamouchi. Mamchou. Mamouchi. Ilyes, enchanté. Bonjour, Monsieur Khalid. Bonjour. Avec plaisir, Monsieur Abdelrahim. C'est une passion et la logistique et la partager, c'est un plaisir. Voilà. Bonjour, Madame Iman. Madame Yasmine, bonjour. Madame Sophia. Merci à vous. Merci à vous, Monsieur Simon. C'est gentil. Madame Rizlan, merci. C'est gentil pour vos messages. Merci, Monsieur Ahmed, Monsieur Badr, merci beaucoup. Merci pour vos salutations. Donc, comme il n'y a pas de questions, je pense que tout est clair. Donc, pour Inch'Allah, n'hésitez pas à préparer vos questions pour la séance prochaine et dans laquelle on rentrera dans le détail sur les spécificités de l'exploitation, de l'organisation et de la tarification du transport maritime. Bonne soirée à tous et à la semaine prochaine. Restez safe et protégez-vous. Au revoir.